tu veux faire les 4 premières, je fais genre les 3 dernières? Ouais. Comme tu veux. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous décrire la relation entre les comportements et actions d'un individu dans le magasin et ses achats? Donc, plus sur le plan psychologique. Parce que j'avais lu que vous aviez expliqué que il y a des types de comportements qui sont déjà prédéterminés et qui veulent les reproduire au fur et à mesure de ces achats. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une question large, là. Les actions, c'est-à-dire les actions physiques ou... Je pense que c'est vraiment le fait d'acheter quelque chose. Donc, c'est ça, genre, qu'est-ce qui se passe sur le plan mental lorsqu'un individu décide d'acheter quelque chose? Quand il rentre dans le magasin, est-ce qu'il y a un processus mental qui se déroule? Ok. Alors, c'est très large. Hein. Je vais essayer de résumer ça. En gros, quand on rentre dans un magasin, il y a plein d'options possibles. On va dire il y a 2 grandes. Soit on est là dans un but précis, donc c'est-à-dire qu'on est là pour une raison fonctionnelle. Soit on est là sans but précis, pour se promener, pour visiter, enfin comme on peut parfois rentrer dans les magasins. Donc là, on est plutôt dans un motif hédonique. Okay. Donc là, il y a déjà 2 choses. Je vais commencer par l'utilitaire et après j'irai sur l'hédonique. Dans l'utilitaire, très souvent, si on est là pour acheter quelque chose, c'est qu'on a prévu. D'accord ? Donc on a une décision qui est préfaite en fait. Soit très précise, je veux acheter une marque précise, soit juste on sait qu'on veut acheter dans une catégorie de produits, par exemple je dois acheter du lait, mais je n'ai pas forcément une marque de lait précise, etc. Donc il y a déjà plein de cas de figure quand on en entre. Donc du coup, ce qui se passe de façon générale, c'est quand je suis là pour un motif, j'ai l'impression d'être dans un oral. Quand on est là dans un motif fonctionnel, très souvent, ce qui se passe, c'est les consommateurs, ils vont avoir dans le magasin un circuit qui vont déjà s'être mis dans leur tête en fait, et ils vont faire ce circuit, ils vont aller d'abord prendre ce dont ils ont besoin à un endroit, puis à un autre endroit, etc. Et ensuite repartir à la caisse pour être le plus efficace possible. C'est généralement quand on est dans un but utilitaire, c'est ça qu'on essaye de faire. Comme un peu faire son épicerie. C'est ça. Alors, parce que nous, ce qu'on appelle ça, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais c'est ça le but. Parce qu'après, c'est vrai que ça dépend. En fait, votre question par rapport au magasin, le problème, c'est que ça dépend vraiment beaucoup du type de magasin. Parce que dans un magasin alimentaire, pas alimentaire, il y aurait beaucoup de réponses en fonction du type de magasin. Mais de façon générale, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une idée en tête. Le but du magasin, ça va justement être de casser un peu ce schéma-là pour faire en sorte que des achats aient lieu alors qu'ils ne sont pas forcément prévus. C'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion ou l'achat non prévu. C'est-à-dire que je vais acheter quelque chose alors que je n'avais pas forcément prévu. Et l'envie, donc là c'est un processus de décision qui est très différent. Puisque c'est pas quelque chose qui est prévu à l'avance et une décision qui va... Par exemple, je vais essayer d'être clair, hein, mais là j'essaie de rassembler toutes mes pensées. Par exemple, à la caisse, souvent, quand on attend en file, il y a plein de petits produits. Ça c'est un exemple voilà, d'achat d'impulsion. Okay. Ou alors... mais je vais d'abord finir sur le premier type d'achat. Je suis un peu fouillé parce que j'ai pas préparé. Mais quand c'est un achat qui est prévu, donc fois je sais exactement ce que je veux acheter. Et alors là, il y a très peu de processus psychologiques qui vont avoir lieu. C'est juste des processus psychologiques de trouver son chemin. Donc c'est ce qu'on appelle le wayfinding, c'est-à-dire que je dois juste localiser où est le produit que je dois acheter, je dois le trouver et puis je dois partir. Si c'est ce que j'ai prévu, c'est pas la marque elle-même, mais c'est juste la catégorie de produits. Alors là, il y a plusieurs choses qui ont lieu. Il y a le wayfinding, c'est-à-dire que je dois trouver où c'est localisé. Ensuite, j'arrive devant le rayon. Et là, il y a un processus en 2 étapes qui a lieu.
c'est ce qu'on appelle une première phase de screening, c'est-à-dire je vais un peu regarder ce qui est dans le rayon. Moi, je sais que je veux acheter, par exemple, des yaourts, ou je veux acheter un pull, enfin n'importe quoi. Donc, je vais un peu regarder ce qu'ils ont, enfin, ce que le magasin offre dans cette catégorie-là. Et dans cette phase de screening, ce qui va se passer, c'est que je vais, en tant que consommateur, je vais sélectionner, pour des raisons plus ou moins conscientes, certains produits. Et est-ce que deux, trois options. ces raisons sont plus reliées à les valeurs personnelles d'une personne ou plus ce que cette personne-là observe autour d'elle? Alors, il y a Comme dans le magasin. Comme il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer là-dessus. Mais je dirais, on a chacun ce qu'on appelle des heuristiques. Les heuristiques de décision, ce sont comment dire, des raccourcis mentaux. C'est-à-dire que je ne vais pas observer chacun des produits qui sont dans ce rayon et je vais analyser les 3-4 qui me plaisent le plus en fonction de plein de critères. Ça me prendrait des heures et je ne suis pas un robot. Donc très souvent, on a des raccourcis, c'est-à-dire que je vais me fixer un prix maximum. Donc tout ce qui est au-dessus, je ne vais même pas le regarder. Ou alors, je veux un pull bleu. Ou alors, je veux cette marque. Ou alors, je veux je ne sais pas quoi. Donc ça peut être prix, ça peut être marque, ça peut être beaucoup de choses qui sont des heuristiques. Je suis devant le vin, je vais dire, moi je veux un vin qui vient de telle région ou de tel pays. Voilà. Et puis après, donc ça va me permettre de sélectionner quelques-uns de ces produits. Et puis après, j'entre dans une deuxième phase qui est la phase qu'on appelle de profondeur, où sur ces quelques options, je vais les comparer sur un peu plus de critères qu'une simple heuristique. Donc ça peut être là, du coup, je compare peut-être des ingrédients ou des choses qui me parlent de la qualité ou des choses comme ça, ou peut-être ça peut être très, très émotionnel aussi, des choses sur des préférences un peu plus émotionnelles. Et là, il y a une décision qui se fait. Mais ça, c'est quand même très souvent quand l'achat est déjà prévu sur un type de catégorie. Et puis après, donc le deuxième chose dont je vous parlais, les achats plus d'impulsion, là, j'ai pas forcément de but précis. Et là, effectivement, ça peut être, comme vous dites, c'est très souvent le contexte qui va m'influencer. C'est-à-dire que je vais voir un produit parce qu'il est mis en avant, parce que très souvent, c'est ce que les magasins essaient de faire, ce sont ce qu'on appelle des associations d'achat. C'est-à-dire que j'achète des tomates et à côté, ils ont mis une mozzarella, par exemple, ou un truc comme ça. Et donc, du coup, ça serait une bonne idée de combiner les deux. C'est stratégique, l'emplacement. C'est stratégique, c'est complètement stratégique. Alors, et après, il y a énormément de variables qui vont influencer là-dessus. Je suppose que vous avez des questions après là-dessus, mais les variables de contexte, ça va être les variables atmosphériques, comme la couleur, comme la musique, vont influencer énormément sur ces impulsions. Aussi, c'est vrai. Surtout dans les magasins de vêtements, je crois. La senteur, bien sûr. l'odorat. Donc on pourra arriver un peu là-dessus. Mais déjà, pour un raccourci, très simplifié sur les processus mentaux, c'est ça, quoi. Il y a deux grandes étapes. Soit c'est prévu, soit je suis là dans un but, soit je suis pas là dans un but. Et si je suis là dans un but, il est plus ou moins précis. Et là, il y a des étapes que je vous ai décrites. OK. Donc, ça répond un peu mal à la deuxième question. Mais c'est juste pour continuer sur un peu le rôle de l'entreprise dans ce processus-là. Est-ce qu'elle peut avoir contrôle sur les comportements d'un consommateur? Donc, c'est un peu dans la mesure où est-ce que il y a des actions ou des stratégies ou des techniques précises qu'elles peuvent prendre pour justement influencer puis avoir un impact sur le processus? Alors oui, bien sûr, c'est tout l'enjeu de l'organisation des magasins et du merchandising. Le prix, comme vous savez, lorsqu'il affiche 4,99 et non 5. Ah voilà, oui, ça fait partie. Alors moi, ça fait partie en gros de ce que j'appelle le merchandising. C'est une des nombreuses parties. C'est-à-dire le merchandising, c'est très grand. Alors je vais commencer par. Je vous avais dit, il y a deux grands processus. Il y a le trouver son chemin ou le wayfinding pour trouver ce que je cherche. Et une fois que je suis devant, il y a le processus en deux étapes, largement profondeur. Donc déjà, rien que sur le parcours dans le magasin, il y a énormément de choses que l'entreprise peut faire.
Donc déjà, Les escaliers qui sont... Vous voyez les escaliers roulants quand il y a plusieurs étages qu'il faut que tu fasses le tour pour monter. par exemple, donc déjà, tout ce qui est maîtrise des flux, c'est-à-dire que quand vous entrez, vous pouvez inconsciemment diriger les consommateurs d'un endroit vers un endroit ou vers un autre. Ou alors, quand vous placez les produits, vous savez qu'il y a des produits qui sont souvent achetés ensemble, vous les mettez à des endroits du magasin qui sont très différents, qui sont très éloignés. Comme ça oblige les gens à passer par là et ensuite à aller de l'autre côté du magasin. Et donc, du coup, ça les oblige à passer devant un grand nombre de produits, de catégories de produits qu'ils n'ont pas forcément pensé à acheter. Et ça peut vous pousser à l'achat non prévu, quoi. Donc, vous avez déjà pas mal de choses sur les flux. Vous pouvez aussi jouer pour aider les gens à se repérer sur tout ce qui est panneaux de signalisation, juste pour indiquer quels sont les différents univers dans votre magasin. Voilà, là, vous avez telle catégorie de produits. Donc, il y a des magasins qui essayent de faciliter ça, des magasins qui essayent plutôt de faire en sorte que les gens se perdent, parce que comme ça, ils se disent que ça va faciliter, ça va aussi pousser à l'achat d'impulsion. Vous avez des magasins qui imposent un circuit, comme Ikea, par exemple. Mais Ikea aussi, il n'y a pas... J'avais entendu dire aussi que c'est fait en sorte que tu te perds dans le magasin. On se perd, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un circuit général qui est imposé. C'est-à-dire que vous devez d'abord passer par l'univers, je sais pas quoi, chambre, après les salons, après les trucs. Il y a quelques petits raccourcis qu'on peut prendre, mais il y a un circuit qui est imposé. Et après, dans chaque univers, c'est vrai que tout est fait pour qu'on ait envie de se perdre au sein de l'univers. C'est-à-dire qu'on part vers les tapis, puis après on part là, etc. Mais dans la marche générale, on va toujours se retrouver, suivre un... Alors que vous avez des magasins, vous n'avez pas du tout ça. Vous n'avez pas du tout cette notion de circuit où les gens peuvent partir à gauche, partir à droite, un peu n'importe quand, et visiter tous les univers dans un ordre très, très, très différent, et puis savoir où ils sont, quoi. Donc ça, au niveau de la maîtrise de l'espace et des flux et de la façon dont les gens se promènent dans les magasins, il y a énormément de choses à faire. Et après, dans la décision elle-même, donc une fois que je suis devant le rayon et que j'ai à choisir un produit, là aussi, il y a énormément de choses à faire. Enfin, d'ailleurs, si je dois remonter un petit peu, dans le circuit, il y a aussi un impact assez important des variables atmosphériques comme la musique. Le tempo, par exemple, va jouer sur la vitesse de la marche. Donc ça va faire en sorte qu'on marche plus vite, qu'on marche moins vite, qu'on s'arrête plus facilement devant les rayons. Le style de musique, la musique classique, la musique rock, etc., selon les catégories de produits, il y a des recherches qui montrent qu'il y a des musiques qui sont plus appropriées pour certaines catégories de produits. Par exemple, pour le vin, surtout de la musique classique, etc. La lumière et les couleurs aussi vont aussi jouer dans les zones où j'ai envie de rester ou pas de rester. Donc il y a en psychologie, il y a tout un pan de la psychologie motivationnelle qui parle de comportement d'approche évitement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'approcher une zone ou de l'éviter? Et les entreprises sont complètement au courant de ça, là. Ils font des recherches. Alors, les entreprises, vous avez deux mondes dans le marketing qui sont très séparés. Vous avez le monde de la recherche académique et le monde des entreprises. Dans la recherche académique, il y a beaucoup de choses là-dessus, énormément. Les entreprises, elles font beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'elles consomment beaucoup de recherche académique? Ça, je ne sais pas. Pas assez, je dirais. Il n'y a pas assez de pont entre les deux. Mais oui, elles sont en tout cas au courant de pas mal de choses et en tout cas, elles expérimentent beaucoup de choses. Ça c'est sûr. C'est vraiment les retailers, ils essayent beaucoup de faire ça. Alors, parfois, certains, c'est vraiment, ils se nourrissent de ces recherches. D'autres vont être plus... on va dire, expérimentalistes et ils vont essayer des choses sans vraiment avoir regardé de façon théorique toutes les raisons, etc. Mais oui, ça c'est sûr qu'elles essayent. En tout cas, il y a une volonté évidente de vouloir influencer sur ces flux. Et j'imagine que les entreprises, les plus grandes sociétés sont plus dans la recherche que, mettons, une petite entreprise. Clairement. Ouais. C'est-à-dire que déjà, elles vont faire appel plus à des boîtes de conseil. C'est souvent les entreprises de consulting
qui vont faire le pont, en fait, entre la théorie et, et, la, et, la, et la pratique. Et puis, elles ont plus de monde, elles ont plus d'employés, donc du coup, il y a des gens qui peuvent aller s'intéresser un peu à ce qui se passe dans la recherche, etc. Une petite boîte, elle n'aura pas le temps, il faut gérer le quotidien, etc. C'est un peu plus compliqué. Et selon vous, juste pour venir au flux, est-ce que vous trouvez, selon vous, qu'est-ce qui fonctionne mieux, quand il y a un circuit imposé et tout, ou quand c'est plus libre? Ça doit dépendre du type de Alors là, magasin, la réponse, ça dépend. Ça Il n'y doit a pas de réponse précise à ça. Vous avez... dans la plupart, je dirais dans les grandes surfaces, dans les magasins qui ont des grandes surfaces, il y a quand même très souvent une tentative d'imposer un circuit, même très, très basique. Par exemple, dans les hypermarchés, dans les supermarchés, vous avez une allée centrale, ce qu'on appelle une allée pénétrante, après une allée centrale. On essaye un peu de dicter au moins ce qu'on appelle le circuit qui va en fait à l'inverse du sens d'une montre. Et après, par contre, les consommateurs seraient beaucoup trop ennuyés si on leur imposait vraiment un circuit catégorie par catégorie. À mon avis, il y aura un risque de perdre beaucoup de consommateurs qui ne voudraient pas qu'on leur impose vraiment quelque chose comme ça. En tout cas pour les grocery shopping, par exemple, je pense pas que ça puisse marcher. Les gens, ils voudront pas, s'ils ont acheté du jambon et je sais pas quoi, ils vont pas accepter de passer par trop de catégories. Quand on va chez Ikea, c'est pour beaucoup, on a quelque chose à acheter, mais en même temps, c'est pour la maison. C'est toute une expérience. Ouais, c'est toute une expérience. Et puis, du coup, on est là, c'est vrai qu'on est là pour acheter un lit, par exemple. Bon, c'est ça qu'on veut acheter, mais on est quand même dans la réflexion de se dire, je réaménage une partie de ma maison, donc pourquoi pas regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres univers, etc. C'est moins rebutant pour les consommateurs. Donc ça dépend vraiment de la catégorie de produit. Et j'imagine que c'est plus difficile aussi pour les magasins vestimentaires, dans le fond, parce que si, pour acheter un lit, il y a aussi plusieurs choses qui peuvent rentrer dans la chambre. Ouais. Donc, un Exactement. bureau, une chaise. Mais lorsque on parle de vêtements, c'est très différent. On n'a pas nécessairement envie d'acheter des pantalons lorsqu'on veut acheter un chandail. Donc, Ouais, alors déjà pour les magasins de vêtements, c'est plus rare d'avoir des surfaces aussi grandes. Ouais, Donc déjà la notion de circuit, elle a un peu moins de sens parce que dans un magasin de vêtements, très souvent, même en un coup d'œil, je peux voir un peu toute la surface, bon sauf s'il est très grand, ouais. mais donc il y a un peu moins de sens. Et c'est vrai que le circuit imposé, là pour le coup, on est plus dans la découverte. Ouais, je pense que ça a un peu moins de sens. Mais ça veut pas dire que ça va forcément rater, hein, mais ouais. Non, Ok. Et alors, juste pour continuer, parce que là j'ai parlé juste des flux, mais effectivement, dans le processus de décision donc, face au rayon, là il y a tout le merchandising qui compte beaucoup, et le prix du coup, là, la façon dont je signale le prix, la grosseur de l'étiquette, le Ça nous intéresse beaucoup parce 4,99, là il y a énormément de parce que choses sur à le dire. plan du marketing, c'est énorme, là, les stratégies utilisées. Là. Ah bah là, beaucoup, ouais, vous avez la façon dont les produits vont être placés dans le rayon. Donc les produits qui vont être au niveau des yeux, par exemple, vont être plus souvent choisis. Donc très souvent, les distributeurs vont mettre leurs produits à eux, Donc, au niveau des yeux. de l'étagère. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Ah, ok. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont étudiées là-dessus. Donc les marques, elles n'ont pas la main sur comment est-ce que je veux dire, les marques de vêtements qui sont vendues dans un distributeur, elles n'ont pas la main sur la décision finale de comment leurs produits vont être passés dans les rayons. Donc elles essayent d'influencer un peu comme elles peuvent. Elles font des visites dans les magasins pour dire bah voilà, mettez plutôt ce produit à tel niveau, etc. Parce qu'effectivement, rien que l'emplacement dans le rayon, le nombre de facings, ce qu'on appelle donc le nombre de votre produit, il peut être dans le rayon, il peut être sur un facing ou sur plusieurs. Donc du coup, s'il est sur plusieurs facings, il va être plus visible. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles les marques essayent d'influencer. Donc ça, c'est la présentation dans le rayon, la façon dont le prix est montré. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les promotions, les têtes de gondole, enfin tout ça, c'est des choses qui... Les
tête de gondole, c'est quoi? Alors, comment vous appelez ça? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Les têtes de gondole, vous savez, quand vous avez un rayon, vous avez le rayon avec plein de produits. Et puis, au bout du rayon, vous avez un meuble, comme ça, avec des produits qui sont en promo, qui sont mis en avant. Ok, ouais. Nous, on appelle ça une tête de gondole, ici. En anglais, on dit end of aisle display. Ok. Ça vous dit quelque chose? Non. Non. Mais c'est vraiment la fin d'une La fin du rangée rayon, quoi. ouais. La fin du rayon, souvent, c'est là où vous avez... une promotion, donc voilà, on voit un tous les produit en produits en promo. passant, puis on doit se rendre là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire, en fait, très souvent, vous avez l'allée centrale, là, dans laquelle vous... Puis vous avez tous les rayons qui partent comme ça. Ça, c'est dans un supermarché, quoi. Et puis au bout, là, vous avez, les produits qui sont promo, quoi. Souvent, qui sont mis en avant avec une promotion spéciale, etc. Ok, parfait, je comprends. Et ça va jouer beaucoup aussi sur le processus ça, c'est typiquement du merchandising. Ça va jouer beaucoup sur l'achat d'impulsion. Ça va jouer beaucoup sur... c'est très souvent des produits qui vont être achetés beaucoup plus, parce qu'ils sont mis en avant, parce qu'ils sont plus faciles d'accès, il n'y a pas besoin d'entrer dans le rayon. Donc du coup, les marques vont payer cher pour être placées dans ces endroits-là. Intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est un peu pour continuer là-dessus, mais ça, c'est plus sur le plan de la publicité, je crois, et donc, ce qui sort du magasin. Donc, est-ce qu'il y a des techniques de manipulation qu'une entreprise peut faire pour occasionner un comportement, donc, à l'extérieur de l'entreprise, donc dans la publicité, dans les médias? Y a-t-il des techniques alors, beaucoup. Ouais. Donc déjà, je vous disais, si le consommateur entre dans le magasin avec une idée préconçue de ce qu'il veut acheter, ça veut dire que cette idée préconçue, elle vient de quelque part. C'est ça. Et forcément, elle a été créée par quelque chose. Alors ce quelque chose, ça peut être, c'est plein de facteurs. Ça peut être la publicité, effectivement. Donc du coup là, il faut... donc là, on sort du cadre du magasin. Ouais. Mais effectivement, ça peut être de la publicité qu'on a vue à la télé, sur les affiches, etc. Donc là, il faut bien que l'enjeu pour l'entreprise, c'est de bien connaître sa cible, de bien connaître ses consommateurs pour savoir quels médias est-ce qu'ils consomment, pour placer ses publicités aux bonnes chaînes de télé, au bon moment, etc. Ça peut être aussi du bouche à oreille. Ça peut être des amis à nous, des connaissances qui nous ont parlé de quelque chose. Donc là, c'est tout l'enjeu social dont vous parlez. Vous parlez beaucoup vous avez parlé de sociologie. Et donc là, pour une entreprise, le but, c'est d'essayer de repérer dans des groupes qui sont les leaders d'opinion, qui sont les gens qui ont de l'influence. Donc sur les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup. Analyser, par exemple, les pages Facebook des gens ou les comptes Twitter qui sont souvent retweetés, ou les pages Facebook qui sont souvent likées, ou dont les gens vont partager beaucoup les publications. Ça montre qui sont les gens qui ont de l'influence, en fait. Et donc, du coup, si on influence ces gens-là, on a une chance ensuite, par voie de conséquence, d'influencer les autres. Donc là, il y a publicité, il y a le bouche à oreille, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a énormément de sources d'informations qu'on peut utiliser. Il y a, dans le bouche à oreille, ça peut venir d'amis à nous, ça peut venir de vendeurs, ça peut venir de référents. C'est-à-dire ça c'est beaucoup le cas dans la mode, où en fait, les marques de mode vont essayer de faire porter leurs produits par des stars, qui vont ensuite mettre sur Instagram, etc. Plein de choses comme ça. Et là, du coup, on influence beaucoup les décisions d'achat avant même l'entrée dans le magasin, ça c'est sûr. Et est-ce que vous croyez que pour la publicité, à Paris en particulier, il y a une méthode plus utilisée, donc la radio ou la télé ou les réseaux, ou c'est vraiment un mélange et ça dépend du magasin? Ça dépend vraiment, de la marque, du produit. Si vous avez un produit... genre, je sais pas, on va prendre
un truc de grocery shopping comme un yaourt, par exemple. Enfin, ici, on est très yaourt. Tout le monde mange des yaourts. Des yogourts, comme on dit. Des yogourts. Moi, je savais pas ça. Des yogourts. Ah, les yaourts, vous savez pas, c'est des yogourts. Moi, je savais, mais c'est des yogourts. Ouais. Ok. Ah ouais, chez vous, on dit yogourt. Ici, on dit yaourt. Ok. Et c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que Ok, quand on entre dans un supermarché, ici, il faut vous rendre compte qu'en France, 97% des gens qui rentrent dans un supermarché, ils vont passer dans ce rayon-là et en pensant acheter quelque chose. On les achète par paquet de Ça doit 16 être comme nous, pots le ou lait. 20 pots. Voilà. Le lait, les produits laitiers, le lait, c'est très, très, très... Ça doit être comme nous. Ouais, voilà. On achète du lait. Non. Et donc, pour ça, c'est généralement, on cible tout le monde. Enfin, on cible une grosse partie de la population. Donc, quand vous avez une cible qui est très générale, comme ça, du coup, vous devez utiliser des médias qui sont très généralistes. Donc, c'est de la pub télé, parce qu'on veut, avoir le plus d'audience possible, on veut avoir le plus grand reach, comme on dit. Ici, on utilise beaucoup de mots anglais, hein, mais beaucoup plus que chez vous. On ne défend pas notre langue. Comment on appelle ça, le reach en français? On parle anglais, c'est pas de problème. Non, mais je cherche le mot en français. Bref, on veut atteindre... on veut que notre publicité soit vue par le plus grand nombre. Et on ne veut pas forcément discerner entre différentes catégories, parce qu'on vise tout le monde. Okay. Donc là, c'est des médias, c'est beaucoup de télé, avec des chaînes généralistes, aux gens de grande écoute, etc. Voilà, exactement. Après, parfois, si on peut avoir des types de produits qui sont plus spécifiques, qui vont, par exemple, des instruments de musique ou des choses comme ça. Là, si je veux faire de la publicité pour ça, je ne vais pas faire de la communication de masse, parce que ça va me coûter très cher, et ça va servir à rien, parce que moi, ce que je vise, ce sont des groupes très spécifiques. Donc là, je vais faire de la communication plutôt dans des magazines spécialisés sur les instruments de musique, ou alors sur des chaînes de télé, mais à des moments extrêmement précis, pour des émissions précises, ou des chaînes thématiques, ou des choses comme ça. Donc, ça va être plus efficace parce que je vais exposer ma publicité seulement à des gens qui sont intéressés potentiellement par mon produit. Et puis en plus, ça va me coûter moins cher parce que ces grosses pubs sur ces grosses chaînes généralistes coûtent énormément d'argent. Et j'imagine que lorsqu'on vise les adolescents en particulier ou les jeunes adultes, c'est plus les réseaux sociaux, parce que je ne sais pas si c'est comme ça en France et en Europe, mais à Montréal puis au Québec, les jeunes, les adolescents, on regarde moins la télé. On regarde plus la télé, c'est vraiment juste... Jamais. C'est juste Netflix et des sites ou YouTube. Complètement. Donc, ça c'est un gros changement parce que c'est récent, ça. Et les pubs maintenant sur YouTube, avant, je me souviens, 5 ans, il n'y avait pas... Donc, ça aussi, ça doit changer avec le temps. Les entreprises, en quelque sorte, sont obligées d'adapter. Bien sûr, c'est un gros changement. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a déjà, effectivement, comme vous dites, le changement de support. On regarde moins, surtout les jeunes regardent... Beaucoup n'ont même plus de télé chez eux. Et vont plutôt regarder l'écran, tablette, ordinateur, téléphone portable. Donc il y a évidemment multi-support. Même, je dirais même qu'aujourd'hui, il y a plus de pubs sur les mobiles que sur les ordinateurs. C'est-à-dire que ça a pris le pas, en fait. Tous les jeux et tout ça, il y a plus de pubs il y a plus d'investissement sur le online mobile que sur le online ordinateur. Donc ça, bien sûr. Et non seulement dans les supports, mais aussi dans les façons de communiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une confiance dans les marques qui est beaucoup moins forte que dans les années 80, par exemple, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans, il suffisait presque de mettre vue à la télévision pour convaincre les gens que c'était bien. Les gens avaient confiance dans les grandes marques, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas, surtout les jeunes. Ils sont peut-être moins crédules, ou alors ils sont plus habitués, ou ils ont appris, quoi. Et donc, on va communiquer de façon différente. On va communiquer peut-être plus sur les valeurs. On va faire du storytelling. On va intégrer la marque dans une histoire qui va mettre en scène un peu des valeurs, des émotions, des histoires, etc. Ce qui était beaucoup moins le cas avant, même presque pas le cas avant, en fait. Donc en fait, il y a deux choses qui changent beaucoup dans la communication vers les ados, c'est les supports évidemment, et aussi le type de message qu'on envoie.
D'accord. Et donc, on vient de parler un peu de ces techniques de manipulation, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de publicités qui sont hyper sexualisées parce que c'est prouvé que ça attire plus et tout. Et est-ce que, selon vous, les techniques de manipulation qu'ils utilisent pour la publicité sont toujours juste acceptables et justifiables? Alors, la réponse est non, bien sûr. En fait, déjà, pourquoi est-ce que c'est utilisé, ça? C'est utilisé pour deux raisons. Euh, Pourquoi ça marche? En fait, il y a deux théories, il y a deux grandes théories. La première grande théorie, c'est qu'il y a des motivations inconscientes, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de psychologie, on parle très souvent de motivation consciente, c'est-à-dire que je vais acheter un produit parce que j'en ai besoin. Voilà, c'est tout à fait conscient. Or, on sait qu'on est tous très peu rationnels, finalement. Et il y a beaucoup de décisions qu'on prend sans vraiment les avoir pensées. En tout cas, c'est des raisons qui sont très inconscientes et donc on le sait même pas. Et par exemple, c'est vrai qu'on voit très souvent dans les pubs pour les voitures des filles et celui qui a une belle voiture, le mec qui a une belle voiture, à la fin, c'est celui qui a la fille, quoi. Et pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que dans les motivations de la prochaine voiture, finalement, c'est pas seulement pour aller d'un point à un autre, c'est pas seulement pour déplacer une voiture, c'est aussi pour séduire, c'est aussi pour avoir le pouvoir, c'est aussi, en fait, avoir une voiture. Ça peut être, la voiture qu'on choisit, ça peut être un signe de statut très fort. Enfin, c'est un signe de statut très fort, de position sociale, etc. Et donc, du coup, comme on le sait, comme les entreprises le savent, elles vont mettre dans leur publicité des éléments qui sont liés à ces motivations plus ou moins conscientes, plus ou moins rationnelles. Donc s'il y a des produits comme les voitures qui sont liés au statut, à la séduction, tout ça, bah, on va mettre une fille plus ou moins sexualisée, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que là, il y a des recherches qui montrent que quand on est excité dans un domaine, le domaine sexuel par exemple, eh ben, ça va avoir une influence sur d'autres domaines. Il y a des recherches très drôles là-dessus où on expose des hommes à des photos de femmes en maillot de bain par exemple. Donc ils vont être excités, on va dire, sexuellement. Enfin excités, pas non plus, pas fou, en tout cas, voilà, un peu excités au sens psychologique. Et puis après, on va leur demander de prendre des décisions de dépenses. Donc ça n'a rien à voir, hein. Et ben on se rend compte que ceux qui sont exposés à ces photos-là vont préférer dépenser beaucoup d'argent plus vite que ceux qui ne sont pas exposés. C'est très drôle, hein. Ouais. Et en fait, c'est juste que ça montre que quand le cerveau est excité dans un domaine, en fait, ça a des influences sur des décisions qui sont dans d'autres domaines. Donc du coup, quand vous montrez des stimuli excitants, eh bien en fait, ça va pousser à l'achat. Parce que le cerveau va être plus dans les motivations de plaisir immédiat plutôt que de sauvegarder de l'argent pour une épargne future, etc. Donc en fait, il y a deux raisons. Donc voilà. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que vous trouvez ce genre de pratique dans les pubs. Alors, est-ce que c'est acceptable? Non, bien sûr. C'est pas acceptable pour deux raisons. C'est pas acceptable, un, parce que c'est de la manipulation inconsciente des consommateurs, et deux, et surtout dans le cas de la sexualisation des publicités, c'est qu'il y a une très forte influence sur l'image de la femme dans la société, et qui devient un être un peu chosifié, quoi. Et donc, du coup, moi, je donne pas mal de cours aussi. C'est pas seulement sur le comportement du consommateur, mais aussi sur le sustainability, etc. Et je parle beaucoup de ça, justement, sur l'influence des messages publicitaires sur la façon dont les consommateurs, enfin, dans la société en général, voient les différentes parties de la société. Donc, ça peut être les femmes, ça peut être les minorités, ça peut être n'importe quoi, en fait. Donc, il peut vraiment avoir un impact négatif Ah oui, bien sûr. sur
sur un individu ou Bah, quelqu'un. Tout le monde, en fait, vraiment l'image de la femme et surtout la confiance des jeunes filles et des jeunes femmes ces temps-ci, je crois que c'est vraiment... Bien sûr, ça a un fort impact. C'est pour ça que vous avez des marques comme Dove, par exemple, qui essaient de prendre le contre-pied de ça, en jouant beaucoup sur le self-esteem, sur le fait que... Alors, pour moi, ils vont pas encore assez loin. C'est-à-dire que c'est déjà bien, hein, mais on est très loin de là où il faudra arriver. Mais effectivement, ils essaient de prendre le contre-pied de ça, parce que dans la cosmétique, c'est énorme. En fait, si vous voulez, le marketing, c'est très simple. Il suffit de prouver aux gens que ce dont ils ont besoin, c'est ce qu'ils n'ont pas. D'accord ? C'est ce qu'ils n'ont pas, et vous leur proposez. Et donc, eh bien, on doit être toujours plus joli, toujours plus machin, toujours plus maquillé, avec des cils comme ci. Vous avez une peau qui est trop blanche, c'est parce qu'il faut qu'elle soit plus bronzée. Dans les pays asiatiques, vous êtes trop bronzé, il faut avoir une peau plus blanche. Et c'est toujours ce qu'on n'a pas, en fait. Ouais. Puis après, on vous vend des produits pour vous permettre d'avoir ce que vous n'avez pas. Et donc, du coup, ça, pour l'image personnelle, c'est dévastateur, parce que, du coup, mais pas seulement les filles, hein, aussi les hommes, mais c'est vrai qu'on insiste plus sur les femmes. Ça donne une image de soi, une image de son corps qui est négative. Quand vous avez des pubs qui sont faites exclusivement déjà c'est des mannequins, les filles, donc c'est leur métier d'être belles, et en plus elles sont photoshopées, c'est même pas les filles réelles, c'est-à-dire que ce sont des filles déjà dont le but, dont le métier c'est d'être magnifique, et en plus c'est pas assez de pression qu'on met sur les femmes. En plus, on va les photoshopper pour vraiment arriver à des modèles qui n'existent même pas, en fait. Et pour dire, voilà à quoi vous devez ressembler. Donc, du coup, ça peut avoir... Parce que, toujours dans cette technique on vous montre ce que vous n'avez pas pour vous pousser à acheter quelque chose. Donc là, du coup, on montre quelque chose que les femmes n'ont pas, puisque c'est irréel. Personne n'est comme ça, vu que c'est photoshopé. Et pour pousser à acheter un produit. Et ça, c'est dévastateur parce que non seulement, ça pousse à acheter le produit, mais c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que ça a un effet sur l'image de soi, l'image de son corps, etc. Je suis loin d'être parfaite, je suis moche, etc. Et donc ça, c'est un... Et pour les hommes, ça serait plus le fait d'être musclé, en forme. Voilà, c'est ça. Insensible. C'est ça. Le fait de ne pas avoir trop d'émotions. Et est-ce que vous croyez que... Il y a aussi le rôle des femmes, c'est-à-dire que vous faites une pub pour la lessive, 99,9% des fois, ça va être une femme qui va dans la cuisine en train de faire la lessive, ça peut être un homme. Donc ça, il y a aussi beaucoup d'influence sur la façon dont on voit la répartition des rôles dans le foyer. Et est-ce que vous croyez, et pour les femmes et pour les hommes, pour les deux en fait, il y a une certaine... ils développent une certaine difficulté avec le fait de se sentir inférieur de ce que... la société présente comme étant un modèle. Oui, c'est ça. C'est comme un modèle inatteignable, dans le fond. Donc, c'est ça. Ils vont voir ça, puis ils vont toujours être à la recherche d'atteindre cet idéal-là. Mais vu que c'est par la consommation que ça se passe, c'est comme... ils vont jamais l'atteindre. Ils vont jamais l'atteindre. Ben non, vous pourrez jamais ressembler à la personne qui est sur l'affiche, parce que la personne qui est sur l'affiche, c'est une personne qui n'existe pas. C'est photoshopé. Donc, de toute façon, c'est inatteignable. Après, on peut faire ça aussi dans le rôle, on peut faire ça dans le physique et dans le rôle. Et ça, c'est vrai que c'est une technique qui est extrêmement utilisée. C'est-à-dire que vous décrivez une personne parfaite et vous dites avec mon produit, vous serez parfait. Mais c'est pas vrai, vous le serez pas. Et donc, du coup, ça. Mais ça pousse pas seulement à la consommation, ça pousse aussi à une baisse de la self-esteem. Et c'est ça le problème. En fait. Est-ce que vous croyez que le gouvernement devrait créer certaines réglementations pour prévenir ces situations-là? Moi je pense il y a pas mal de réglementations. Déjà, je pense que la transformation phisque par Photoshop devrait être interdite ou en tout cas encadrée. Aujourd'hui, elle l'est pas du tout. Vous avez aussi ça d'ailleurs sur la couleur de peau. Enfin, je me rappelle, c'était Beyoncé qui avait fait un tweet parce qu'il y avait une couverture d'elle dans un magazine où elle avait été blanchie, quoi. Elle avait une peau beaucoup plus claire
Et ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça le comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Whitewashing, un truc comme ça. Ouais. Et c'est de mettre en scène des personnes de couleur de peau noire, mais en mettant un peu avec Photoshop, en éclairant un peu la couleur de la peau. Donc du coup, c'est pas la réalité, quoi. Ouais. Et voilà, et donc du coup, bah ça crée ça a une influence quand même sur la façon dont les gens se voient, etc. Mais il n'y a pas une règle qui a été établie ici où les mannequins ne doivent pas descendre ne doivent pas être plus bas qu'un certain poids. Ils doivent avoir la taille 2 et non 0 maintenant. Et alors, ils font un test physique ou quelque chose. Je sais pas. Ça, c'est dans la loi, ça? Je crois que... J'ai entendu parler. Je pense que c'est la loi. Je pense que c'est une nouvelle réglementation pour les défilés de mode. Ouais, mais ça reste que alors, est-ce que c'est une réglementation ou est-ce que c'est une auto... Parce qu'en fait, il y a deux façons dont les pays, dans les différents pays règlent cette question. Enfin, trois façons. Une première façon, c'est de rien faire. Une deuxième façon, c'est de réglementer. Et une troisième façon, c'est de laisser l'industrie s'autoréguler. Et donc, l'industrie va fixer ses propres règles. Alors, je sais que, par exemple, dans l'industrie de la mode, il était question, effectivement, que les boîtes de mode fixent des critères à leurs mannequins en disant « vous n'avez pas le droit d'être en dessous de... » Je ne sais pas si ça a été réglementé au niveau de la loi, parce qu'il y a une loi qui a été passée. J'ai vu des vidéos et des articles justement qui disaient, mais je ne sais pas si ça a été. Mais je pense pas que c'était vraiment l'industrie, je pense que c'était des pressions extérieures. Qui ont fait en sorte que l'industrie a dû change ses pratiques. Changer parce qu'ils étaient trop minces. Mais est-ce que l'industrie a changé en disant, enfin, c'est dit ok, on se fixe des règles. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est effectivement par la pression extérieure, l'industrie se fixe des règles. Mais c'est pas des règles qui sont écrites dans la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas un truc légal. C'est des pratiques, c'est un code de déontologie que les industries se mettent à elles-mêmes. Mais il n'y a pas d'obligation, en fait. Il n'y a pas d'obligation légale de suivre ou pas. Il me semble. Après, je ne suis pas un expert sur cette question-là. Mais oui, donc en fait, il y a plein de choses dans la pub qui ne sont pas réglementées au niveau légal, mais qui font partie de codes de déontologie, que c'est des règles que les industriels se mettent à eux-mêmes. En fait. En France, on a des lois. Par exemple, on n'a pas le droit de... Quand vous faites de la pub pour les boissons sucrées, vous êtes obligé de mettre un message. Vous n'avez pas le droit de faire de la publicité pour le tabac. Vous avez... Nous aussi, il faut que ça soit en français, donc, pas de tabac. Donc il y a plein de lois, il y a plein de choses qui sont écrites dans la loi. Et puis il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans la loi, mais qui sont des règles de déontologie. Par exemple, l'usage des enfants dans la pub. Ça, c'est pas écrit dans la loi, il me semble. Mais on n'a pas le droit d'utiliser... Enfin, disons qu'on va s'interdire d'utiliser des enfants dans des publicités dont le produit n'est pas spécifiquement lié aux enfants. Mais c'est pas coercitif, c'est pas dans la loi, c'est une règle. Donc du coup, il y en a qui le font quand même, mais c'est pas accepté, enfin, c'est pas bien vu, etc. Puis après, qu'est-ce qui est fait pour enfants ou pas? Donc du coup, il y en a qui vont dire, une voiture, c'est pas pour un enfant, mais en même temps, un break familial, si, c'est quand même... Donc du coup, là, on peut mettre un bébé qui est très mignon, etc. Il y a plein, voilà. Donc il faut bien, il y a différentes méthodes pour réglementer. Mais oui, moi je suis plus pour la réglementation. Ouais, mais ça c'est personnel. Hein. Ouais, mais est-ce que vous croyez que le gouvernement va faire ça parce que c'est plus dans leurs intérêts que me semble que les consommateurs continuent à consommer. Et ils ont les gouvernements, c'est compliqué parce que la relation avec le marché économique et les entreprises, c'est complexe parce qu'ils sont quand même impliqués là-dedans puis ils veulent le profit, non? Bien sûr. Alors après, ça dépend de quelles entreprises, ça dépend de quel gouvernement. Vous avez des gouvernements de différents bords. Vous voyez, entre Obama et Trump, par exemple, vous avez donc en fait, quand on dit le gouvernement, ça n'a pas trop de sens. Déjà, ça dépend quel gouvernement. Le gouvernement Obama était beaucoup plus sur des règles, sur réglementer, par exemple, quelles zones ont le droit d'aller... dans quelles zones on a le droit d'aller forer pour le pétrole, etc. Alors que Trump, lui, était vraiment laisser faire, les boîtes, ce qu'elles veulent, etc. Donc déjà, en fait, ça dépend quel bord. Vous avez généralement
des bords qui sont plus pour la réglementation, justement pour protéger un peu plus la société et les consommateurs, et d'autres qui sont plus pour le laisser faire. Ouais. Donc ça dépend quel gouvernement. Ensuite, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un mécanisme très compliqué où vous avez le gouvernement et vous avez tout un tas de groupes de pression. Donc des lobbies de consommateurs qui vont protéger les consommateurs, des lobbies d'industriels qui vont faire pression pour que des lois passent, etc. Et puis le gouvernement qui est un peu au milieu et qui essaie de contenter tout le monde, de dire bah, je protège quand même des pans de la population qui sont... parce que c'est mon boulot, mais je veux pas... mon but c'est aussi de favoriser la croissance économique, donc... que ce soit avec le libre marché. Voilà. Donc par exemple, il y avait tout un truc sur les crédits à la consommation, par exemple. Nous, il y a quelques années, on a eu un début de crise parce que pour pousser à la consommation, c'était il y a 15 ans, pour pousser à la consommation, le gouvernement avait presque complètement dérégulé tout ce qui était crédit à la consommation. Donc les gens, ils prenaient plein de crédits, puis ils achetaient plein de trucs, puis à la fin, ils étaient complètement endettés, et puis ils ne pouvaient plus rembourser. Et donc, on a eu pas mal de gens comme ça qui se retrouvaient en situation de banqueroute personnelle. Et donc après, on est revenu sur un peu plus de réglementation, de dire non, on n'a plus le droit de contracter un prêt si on est dans telle situation, etc. Mais tout ça, voilà, c'est... et en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup Enfin, le gouvernement ne voulait pas réguler là-dessus au début parce que le crédit à la consommation, bah, forcément, ça fait de la croissance, quoi. Mais le problème, c'est que c'est de la croissance à court terme. Quand on regarde le plus long terme, c'est un danger plutôt pour la croissance. Donc il y a un certain conflit. Ah bah oui, c'est sûr. Excusez-moi, ça finit par fermer. Donc, est-ce que selon vous... non. Comment est-il possible pour une entreprise de garder le comportement d'achat constant? Constant? Donc, de garder les consommateurs très fidèles. Ah, ok. Alors, oh là là, c'est compliqué ça comme question. Bon, déjà, tenir ses promesses. Alors, tenir ses promesses, c'est très compliqué. Hein. Mais ça veut dire déjà ne pas trop promettre. Ne pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Il y a beaucoup de marques qui font ça dans leur pub, qui vont dire notre produit c'est le meilleur, c'est le plus beau, etc. Vous allez, je sais pas, pour des méthodes de régime, vous allez perdre autant de kilos, pour des voitures, elles vont avoir tel truc, etc. Et en fait, donc ça c'est très efficace pour attirer les gens pour un premier achat. Mais le problème, c'est que c'est potentiellement très déceptif. C'est-à-dire que les gens vont être déçus, parce que forcément, quand vous promettez bons et merveilles, vous ne pouvez pas tenir. Et donc, vous avez une fidélité qui est assez faible. Vous avez un taux de réachat qui est assez faible. Donc, une première chose, c'est de savoir ce que vous promettez dans votre produit, dans votre pub, etc. Ensuite, les autres méthodes qu'on utilise, c'est le CRM. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de CRM, c'est Consumer Relationship Management, c'est-à-dire le management, le management des relations avec les clients. C'est-à-dire essayer de créer une base de données clients, par exemple, que vous pouvez contacter, soit par email, etc., pour essayer de comprendre s'ils sont satisfaits, s'ils ne le sont pas, pourquoi ils ne le sont pas satisfaits, changer un peu, leur proposer de nouvelles offres, etc. Donc là, le CRM, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour gérer justement cette fidélité dans le temps. J'imagine aussi les cartes de points ou les cartes... voilà, exactement. Garder, ça fait partie du CRM. C'est-à-dire donc que l'expérience du client. Les cartes de membres, en fait, le CRM, c'est toutes les techniques où vous avez une identification de qui est votre client. Donc, s'il a une carte de membre, ça veut dire que il va être enregistré dans une base de données avec son nom, etc. Alors, vous n'allez pas gérer membre par membre, mais vous allez souvent faire des segments. Les clients qui sont plutôt comme ci, les clients qui sont plutôt comme ça, etc. Et vous allez essayer de faire des communications spécifiques à chaque groupe et des offres promotionnelles spécifiques à chaque groupe pour les fidéliser. Donc les cartes de points, les cartes de fidélité, etc. Tout ça, ça fait partie du CRM. Complètement. Parfait, c'était toutes nos questions, ça, monsieur. Et non, il y avait beaucoup. Merci beaucoup.